Buongiorno, est-ce que les fighting nerds sont surcotés? Aujourd'hui, c'est de ça que l'on va parler. Alors, comme tu le sais très probablement, deux des plus grands représentants des fighting nerds, les personnes de Caio Borralho, qui lui, c'est littéralement le leader des fighting nerds. Et au passage, je n'ai absolument pas idée de pourquoi est-ce que c'est lui que l'on a choisi comme le leader des fighting nerds. On va en parler un tout petit peu plus tard. Également, Mauricio Monkey D. Luffy s'est fait exposer par notre bon vieux français, Benoît Saint-Denis. Benoît, je pense qu'il est temps que l'on se pose tous devant toi et que l'on te présente une excuse collective. Je suis désolé, Benoît Saint-Denis, ok? Je suis désolé, j'étais un petit peu sous-coté. Ok, d'accord. Je vais être le premier à prendre la balle. Je suis désolé, j'étais un petit peu sous-coté. J'avoue qu'au début, je t'avais un petit peu surcoté également. Ça, je vais pas mettre ça de côté. Mais j'avoue qu'après, j'étais un petit peu sous-coté. On va peut-être faire une vidéo entière sur Benoît Saint-Denis après parce que tu le mérites. T'es le GOAT, t'es le meilleur combattant français de tous les temps. Je retourne ma veste, oui, je l'avoue. Salut à tous, c'est Benoît Saint-Denis. Également encore, il y a quelques mois, il ne faut pas oublier, Carlos Prates s'était fait exposer par Ian Gary. Alors ça, c'est un truc qui montre que à chaque fois, c'était des combattants qui étaient très dominants, mais que lorsque l'on les a mis face à un niveau de compétition qui était un petit peu plus élevé que celui des combattants qu'ils affrontaient, ils se sont fait exploser. Bon, peut-être pas totalement explosé dans le sens de Carlos Prates, mais c'était quand même des dominations dans tous les trois cas. Donc aujourd'hui, je pense qu'un truc qui est assez important à prendre en compte, c'est que l'on fasse une analyse combattant par combattant, c'est-à-dire fighting nerd par fighting nerd, pour voir est-ce qu'on les a juste vraiment surcotés ou bien est-ce qu'ils méritaient vraiment la hype qu'ils avaient. Bonjour tout le monde, ici Alu de la Zone et on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter du sujet de la fraude des fighting nerds. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager et on va commencer directement par le premier combattant qui pour le cas est Mauricio Ruffi. Mauricio Ruffi, on commence par lui parce que c'est vraiment la raison pour laquelle tout le monde parle de ce débat. Tout le monde se dit que les fighting nerds ils sont surcotés. Parce que si on suit un petit peu sa carrière, Mauricio Ruffi était sur une série de 4 victoires pour 0 défaite. Et dans ces 4 victoires, il y avait 3 victoires par KO, une victoire par décision unanime, ce qui est quand même un très bon palmarès. Mais le problème, c'est que, bon, ça c'était le cas avant Benoît Saint-Denis, encore il faut que je le précise, parce que Benoît, il est venu, il a sorti le AR-15, il a fait boum, après il a sorti le Glock, il a fait boum, et il lui a dit, t'es mort frérot, retourne au Brésil. Donc en gros, c'est ça qui s'est passé par rapport à Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi. Du coup, Mauricio Ruffi, le truc par rapport à lui, et qui est vraiment important à prendre en compte, est que on avait un petit peu tous mis de côté, parce que bien que lui, on l'a surcoté, mais en même temps, on sous-coté de fou Benoît Saint-Denis quand même. On oubliait que Benoît Saint-Denis, c'est un gros joueur. On oubliait que c'est un gars qui lutte beaucoup avec ses adversaires d'habitude, et que bien qu'il ait un QI qui, à certains moments, peut paraître plutôt négatif, mais que c'est un combattant qui est super physique, et que s'il applique un bon game plan, il est en mesure de dominer ses adversaires. Ok. Maintenant, le truc par rapport à Mauricio Ruffi, c'est tout simplement que qui était sa meilleure victoire? Je pense que c'est un point qui est vraiment très important à prendre en compte. Qui était la meilleure victoire de Mauricio Ruffi? Parce que Mauricio Ruffi, je pense qu'on peut dire que c'est l'une des personnes qui a le plus gagné de la hype facilement parce que c'était un fighting nerd. Parce que lui, je pense que c'est celui qui avait, je vais juste vérifier, mais oui, exactement, c'est le fighting nerd qui avait le palmarès le plus bas, c'est-à-dire 4 victoires pour 0 défaite. Il n'avait que donc 4 combats à l'UFC et automatiquement on se disait que lui, c'est un combattant qui pourrait devenir totalement champion. On se disait que Mauricio Ruffi, il pourrait donner un gros run à Ilia Topuria pour son argent. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on peut savoir que étant donné de toutes les faiblesses qu'il a et toutes les lacunes qu'il a au niveau du sol, que ce n'est même pas trop une discussion Mauricio Ruffi contre Ilia Topuria. Alors, si on regarde la meilleure victoire de Mauricio Ruffi, elle était contre Bobby Green en 2025. C'est pas pour jeter de la merde sur Bobby Green ni quoi que ce soit, mais Bobby Green en 2025, on sait que ce n'est pas une victoire qui est super imposante. Je sais que le KO était phénoménal. Honnêtement, je me souviens que quand j'avais vu ce KO, j'étais en train de sauter, j'étais en train de perdre tous mes sens et tout, j'avais perdu la raison et tout, c'était vraiment super beau à voir. Mais à la fin de la journée, comme je viens de te le dire, ça reste Bobby Green. Également, il avait une défense de takedown à 100%. Il arrivait à stopper tous les takedowns. Ça, c'est un truc qui était vraiment très intéressant. Mais contre qui est-ce qu'il se battait, tu vois?
il n'avait pas encore affronté des adversaires qui étaient super techniques, parce que je me dis que stopper les takedowns contre lui on top, c'est pas la même chose que stopper full takedown que Benoît Saint-Denis va t'envoyer. Benoît, c'est un gros joueur, les gars. Il va venir, il va te groger au sol, il va te fatiguer. C'est ça que le gars, il fait, tu vois. Alors, donc c'est la raison pour laquelle c'était plus compliqué contre Benoît Saint-Denis que contre d'autres adversaires qu'il a eu à affronter dans le passé. Et un autre point dont je suis totalement coupable, parce que j'ai fait la promotion de Mauricio Ruffi à tous mes potes et j'étais en train de le voir un petit peu comme ce Conor McGregor brésilien, mais c'est parce que les gars, je sais pas vous, mais c'est juste trop satisfaisant de regarder des vidéos de Pat, de Mauricio Ruffi, c'est shadowboxing et tout. C'est juste super beau à voir. Et c'est la raison pour laquelle on se disait tous que, ouais, Mauricio Ruffi, lui, même s'il n'a pas un si bon sol que ça, même si son sol, on va en reparler dans 2 secondes, on sait que même s'il n'a pas un si bon sol que ça, il est totalement clinique debout et qu'il se bat exactement comme Conor McGregor. Sauf que la différence, c'est que Conor McGregor, bah, au sol, il se débrouille bien. Conor, c'est une ceinture noire de Jiu-Jitsu, qu'on veuille l'accepter ou pas, ok? Parce que le truc, c'est que Mauricio Ruffi, c'est là que je te dis qu'il a vraiment été poussé par l'élan des Fighting Nerds. Parce que lorsque tu me demandes quelles sont les puissances, les forces des Fighting Nerds, en gros, c'est quoi? C'est tout le temps un super bon Muay Thai combiné à un super bon Jiu-Jitsu brésilien. Et par rapport à Mauricio Ruffi, on ne l'avait jamais vraiment beaucoup vu au sol, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle on se disait automatiquement que, ouais, mais bon, même si on ne l'a pas vu au sol, c'est un Fighting Nerd, donc ça veut dire qu'il sait lutter, il est bon au sol. Alors que ce n'était juste pas le cas. Et ça a été prouvé totalement contre Benoît Saint-Denis, parce que, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, il a vraiment fait des erreurs élémentaires en matière de sol. Des erreurs très 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 basiques, des erreurs que l'on te corrige à ta première séance de Jiu-Jitsu. Le fait que par exemple, lorsque un adversaire te met en body triangle et qu'il prend ton dos, qu'il faut que tu essayes de combattre les mains, même si ça va faire en sorte que tu perdes ce round. Combat les mains, essaye de faire en sorte de ne pas te faire étrangler. Mais si un adversaire te met en body triangle, tu vas pas prendre tes mains, les descendre et essayer de casser le body triangle, parce que là tu vas faire étrangler automatiquement. Et c'est ça qui s'est passé. Il s'est fait soumettre comme un amateur contre Benoît Saint-Denis. Et c'est la raison pour laquelle moi je me dis que si on parle du cas de Mauricio Ruffi spécifiquement, oui, lui il a été surcoté. Il a été très 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 surcoté. Certes, c'est un bon combattant, je vais pas dire le contraire. Je suis sûr que dans la vraie vie, il me casserait la gueule, il me mettrait KO et tout. Mais n'empêche que pour les standards d'un lightweight particulièrement de l'UFC, je me dis qu'il a clairement été surcoté. Le prochain Fighting Nerd qui est vraiment intéressant à prendre en compte, c'est Carlos Prates. Carlos Prates, en fait, lui, ça a toujours été l'aura, quoi. Parce que Carlos Prates, j'ai l'impression qu'il nous a un petit peu plus vendu de l'aura que du combat. Bon, je suis un petit peu méchant avec lui, quand même. Parce que Carlos Prates, c'est un palmarès de 5 victoires pour 0 défaites avec 5 KO. Donc ça veut dire que avant qu'il ait affronté Ian Garry, il ne mettait que des KO. Il mettait absolument KO tout le monde. Il mettait KO tous ses adversaires. Et sa meilleure victoire, alors à cette époque-là, elle était sur Neil Magny. Bon, après, je sais que Neil Magny, c'est pas une victoire qui est super importante en 2025, mais n'empêche que lorsque l'on le comparait à Ian Garry à l'époque, c'était une victoire qui est plutôt intéressante lorsque tu prends en compte le fait que Ian Garry n'avait pas réussi à terminer Neil Magny, bien qu'il ait eu une performance qui était très dominante contre lui, alors que Carlos Prates, il avait réussi à terminer Neil Magny de manière plutôt facile. C'était un petit peu comme si c'était du n'importe quoi. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle il y avait autant de hype derrière Carlos Prates. Bien évidemment, il n'avait pas encore eu à se prouver contre un top contender ni quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on lui a donné Ian Garry et que c'était la première fois qu'il soit en main event et tout, peut-être que ça l'avait un petit peu fait geler, parce que pendant tout ce combat, Carlos Prates, il n'arrivait pas du tout à trouver son rythme, il n'arrivait pas du tout à s'adapter. Et vraiment, je donne tout le crédit de cela à Ian Garry, parce que Ian Garry, encore une fois, il nous a prouvé que à l'UFC, à l'heure actuelle, je dirais que honnêtement, Ian Garry est dans le top 3 des gens qui ont le meilleur QI de combat. Il a vraiment un super bon QI de combat et il en a fait preuve de manière très flagrante contre Carlos Prates, et c'est vraiment très 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 bien débrouillé contre Carlos Prates. Carlos Prates également, il a fait plusieurs erreurs, comme à la fin, il y a un moment où il était très en mesure de terminer Ian Garry, mais n'a pas réussi à le terminer.
Mais donc, ouais. Donc, c'est à ce moment-là que Carlos Prates il avait été exposé. Cependant, par rapport à Carlos Prates, c'est un petit peu différent parce qu'il avait réussi à revenir après. Parce que après avoir perdu contre Ian Gary, il a fait un comeback récemment contre Jeff Neal et il l'a mis KO encore une fois. Donc, ça veut dire que Carlos Prates, si on regarde ses victoires, il a eu 6 victoires pour 6 KO. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment très important à prendre en compte. La seule inconnue qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'il ne risque pas de se faire exposer comme son pote Mauricio Ruffi s'il se bat contre un autre gros joueur, tu vois, contre un autre adversaire qui part à 100% au sol, comme, je sais pas moi, comme un adversaire comme, disons, dans la catégorie des welterweight, un Shafkat. J'avais failli dire Colby Covington, je sais que vous allez me tomber dessus, même si dans ma tête, il y a peut-être un petit univers dans lequel Carlos Prates perd contre Colby Covington, et je sais que vous n'allez pas être totalement d'accord avec moi, donc je vais rester dans le choix de la sécurité, je vais être sur Shavkat Rakhmonov. Donc, en tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je me dis que Carlos Prates également, il est bon. Je pense Mauricio Ruffi, j'avais oublié de vous donner cette conclusion, mais selon moi, Mauricio Ruffi également, il est bon, mais il ne va pas devenir champion. Carlos Prates également, c'est la même chose. Il est bon, mais il ne va pas devenir champion. Et au passage, avant que vous dites que, ouais, j'ai retourné ma veste et tout, c'est pas le cas, les gars. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que aucun Fighting Nerd ne deviendra champion, et je reste sur mes propos. Aucun Fighting Nerd ne deviendra champion. Il n'y en a qu'un qui a vraiment de bonnes chances de devenir champion. Mais honnêtement, même lui, je ne pense pas vraiment qu'il deviendra champion. Et on va en parler un petit peu plus tard. Donc en tout cas, c'était ça le truc par rapport à Carlos Prates. C'est un bon combattant, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il deviendra champion. Et je pense que... Est-ce que Carlos Prates, je peux dire qu'on l'avait surcoté? Je dirais un tout petit peu. Je dirais un tout petit peu, parce que sa performance contre Ian Gary, quand même, a été un petit peu décevante, a été assez humiliante, même s'il est un petit peu en ascension et il est encore en train un petit peu de revenir, mais je me dis qu'on l'avait un petit peu surcoté, parce qu'on le voyait automatiquement battre Ian Gary, prendre un adversaire comme Buckley, le battre et tout, et automatiquement prendre la ceinture, c'est ça qu'on se disait. Mais non, donc moi je pense qu'on l'avait un petit peu surcoté. Donc ça fait déjà 2 Fighting Nerds de surcoté. Le prochain Fighting Nerd, c'est Caio Borralho, et pour lui par contre, je vais être direct, selon moi, il a été très surcoté. Ok, ça a été mis en évidence par un point qui était tellement important et que je vous avais même dit, c'était tout simplement le fait que je n'arrivais toujours pas à comprendre, même le jour du combat, je n'arrivais absolument pas à comprendre comment est-ce que Nassourdine Imavov était le underdog. Ça, c'est un truc que je n'arrivais absolument pas à comprendre. Comment est-ce que Caio Borralho est le favori dans un affrontement contre Nassourdine Imavov qui lui est numéro 2, qui vient de mettre KO Israël Adesanya? Ça ne fait absolument aucun sens. Et moi je me disais que la vérité, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai jamais fait de paris sportif. Je ne compte pas faire de paris sportifs. Je ne vous incite pas à faire de paris sportifs. Les paris sportifs c'est de la merde. Mais j'ai l'impression que mettre un billet sur Caio Borralho à ce moment, ça aurait été l'une des façons les plus faciles de gagner de l'argent de tous les temps. Parce que, à quel moment, tout simplement parce que c'est un Fighting Nerd, vous le mettez en favori? Et je vais vous spoiler un petit peu mon avis par rapport au prochain, mais par rapport à John Silva également, j'ai exactement l'impression que c'est la même chose. Tout simplement parce que c'est un Fighting Nerd, automatiquement il est favori. Et Diego Lopez, que selon moi j'ai l'impression que Diego Lopez va gagner ce combat, Diego Lopez il est underdog. Tout simplement parce que John Silva est un Fighting Nerd. Donc ouais, les Fighting Nerds, c'est peut-être parce qu'ils ont de l'aura et tout ça, mais les bookmakers ils les aiment beaucoup. Donc oui, moi je me dis que même pour le prochain combat, Diego Lopez il le bat. Donc maintenant, si on retourne un petit peu sur Caio Borralho, lui il était sur une série de 9 victoires pour 0 défaites avant de tomber sur le sniper. Mais par contre, Caio Borralho, moi j'ai l'impression que honnêtement, même si les gens n'en parlent pas assez, je me dis que derrière Mauricio Ruffi, c'était le Fighting Nerd le plus surcoté ever. Mais vraiment ever. Parce que déjà il était beaucoup moins clinique que les autres que ses autres potes, je vais dire, enfin, ses autres compatriotes, même si techniquement ce sont ses autres compatriotes maintenant que j'y pense. Mais lui, il était sur une série de 9 victoires pour 0 défaite. Et dans ces 9 victoires, il avait 2 KO pour une soumission. Tout le reste était des décisions. Et lorsque je t'ai dit que c'était des décisions, c'était même pas vraiment tout le temps des décisions super dominantes et tout. Tu peux regarder l'exemple de son combat qui était contre Cannonier, qui selon moi était sa meilleure victoire. Dans son combat contre Cannonier, il est quasiment parti à la guerre avec Jared Cannonier, qui s'est fait terminer au passage par Nassourdine Imavov. Il a absolument tout donné, il était en sang, à la fin il s'est beaucoup fait toucher et il a fini par battre Jared Cannonier par décision unanime. Et moi je me dis quand même que ça c'était une belle performance, j'aime bien ce combat, je le regarde très souvent parce qu'il est très divertissant et tout. Mais c'est pas une performance qui te fait te dire que cette personne va devenir un futur champion, tu vois.
Et c'est exactement la raison pour laquelle moi je me disais que Caio Borralho, en fait, il a juste l'aura des Fighting Nerds. Il récupère un petit peu les fruits des KO que les Carlos Prates, Mauricio Ruffi, John Silva, ils mettent. Il récupère un petit peu toute cette aura. Mais lui, en fait, c'est pas vraiment trop ce gars, tu vois. Parce que Caio Borralho, déjà, c'est plus un combattant qui va aller à la décision. Et en plus de ça, il a juste été considéré comme ça, peut-être parce qu'il parle anglais, comme le leader des Fighting Nerds. Ok? Il a été considéré comme le leader des Fighting Nerds et c'est pour ça que tout le monde s'est dit « Oh, les Fighting Nerds, ils sont chauds, t'as vu leur leader, Caio Borralho ?» Ok, oui, c'est Caio Borralho, ton leader, quoi. Je me dis que si leur leader, c'était un combattant comme John Silva, ou même à la rigueur Carlos Prates, je me dis que ça aurait été plus dangereux, tu vois. Mais oui, Caio Borralho, bah... Après, l'avantage qu'il y avait par rapport à lui, c'est également qu'il avait été invaincu pendant 10 ans. Donc ça reste un très bon accomplissement. Pendant 10 ans, il n'a pas perdu de combat. C'est vraiment quelque chose de bien. Mais je me dis que honnêtement, derrière Mauricio Ruffi, encore une fois, c'était le combattant le plus battable des Fighting Nerds. Du coup, Caio Borralho était-il surcoté? Oui, j'ose le dire. Il était surcoté, quand même de fou. Ensuite, le dernier Fighting Nerd dont on va parler, ce sera John Silva. Alors, John Silva, déjà, bon... Aparté, il m'énerve. J'aime pas John Silva. J'aime vraiment pas John Silva. Mais il faut que j'avoue que c'est le meilleur Fighting Nerd. En fait, c'est un petit peu drôle quand tu y réfléchis. C'est un petit peu comme lorsque tu joues à un jeu vidéo et que tu vois le leader d'un groupe, tu vois. Et dans ce cas-là, ce sera Caio Borralho. Tu vois le leader d'un groupe, il est grave musclé, il est grave chaud et tout. Et après, pendant tout le jeu vidéo, tu penses que c'est le dernier boss et tout. Tu te rends compte qu'en vrai, c'était pas lui le dernier boss. Le dernier boss, c'était le petit, genre, qui faisait beaucoup de bruit et qui bougeait et tout, le petit qui courait partout et tout. En fait, c'était lui le vrai dernier boss. Et j'ai l'impression que c'est ça le truc par rapport au Fighting Nerd. Parce que le vrai dernier boss, le meilleur Fighting Nerd, le combattant qui est le plus dangereux dans la catégorie des featherweights et dans les Fighting Nerds en général, c'est John Silva. John Silva lui laisse une série de 6 victoires pour 0 défaite. 4 victoires, 4 KO, une soumission, une décision unanime. Lui, déjà, il a prouvé à tout le monde que c'est le Fighting Nerd le plus complet, que ce soit debout ou au sol. C'est un combattant qui a vraiment tellement de versatilité, qui a tellement de liberté, de fluidité dans l'octogone, et que tu n'es absolument pas capable de harceler, de bully au niveau du sol, tu vois. Donc, moi, je me dis que, littéralement, John Silva, c'est la plus grosse menace qu'il y a dans les Fighting Nerd, et ça prouve également le fait que c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent je me dis qu'il est invaincu. Cependant, lorsque l'on regarde également les meilleures victoires, sa meilleure victoire elle reste quand même contre Bryce Mitchell qui était cassé très loin dans la catégorie des featherweights. Du coup, son prochain combat ce sera ça, son plus gros challenge. Après bon, sa meilleure victoire était contre Bryce Mitchell, mais j'ai l'impression que sa victoire la plus impactante c'était celle qu'il avait eue contre Melski, parce que c'était le moment où il a mis KO le gars. Après, il a regardé l'arbitre. Il a dit, tu vas intervenir ou pas? Après, l'arbitre était en mode, là, je sais pas trop, frérot. Et automatiquement, il est parti. Il a failli terminer la vie de Melski au milieu de l'octogone, tu vois. Melsik, je veux dire. Du coup, c'est la raison pour laquelle moi, je me dis que bien que ce soit un très bon combattant, on a eu à le voir, mais il faut quand même qu'il s'expose à un adversaire qui est vraiment bien plus haut dans la catégorie des featherweights. Et c'est exactement ça qui va se passer. Il va affronter Diego Lopez. Honnêtement, j'ai pas encore fait mon pronostic complet pour ce combat, mais je vais te le spoiler tout simplement. Abonne-toi à la zone au cas où, genre, si t'es pas encore abonné, comme ça tu auras ma vidéo pronostic sur le sujet également avec toute mon analyse technique. Selon moi, quand même, Diego Lopez bat Bryce Mitchell. Qu'est-ce que je viens de dire? Diego Lopez bat John Silva. Et c'est littéralement ça qui va faire en sorte que on va tous se dire à partir d'un certain moment que les Fighting Nerds, ils ont eu une évolution de fou en 2025. Ils ont eu une grosse percée. Mais que également leur downfall a eu lieu en 2025. Parce qu'ils vont tous perdre leur zéro. Ça qui est intéressant à prendre en compte. Mais le truc, c'est que bien que, selon moi, John Silva va perdre contre Diego Lopez, ça ne veut pas dire que c'était une fraude. Ok? Bon, après, ça va dépendre de la façon dont il va perdre. Si dès le début du combat, il saute sur Diego Lopez et qu'il se fait mettre KO, là, je pense qu'on n'en parle plus. Là, c'était une fraude. Ok? Là, je pense que soit c'était une fraude, soit il a juste fait une erreur stupide. Mais, je me dis quand même que John Silva, c'est le Fighting Nerd qui a le plus de potentiel. S'il arrive par contre à battre Diego Lopez, là ce sera une très grosse menace. Ce sera vraiment une très grosse menace. Et dans la mesure où il arrive à battre Diego Lopez, il y aura moyen qu'il arrive à battre Alexander Volkanovski. Donc moi c'est ça que je me disais par rapport au Fighting Nerd. Donc par rapport au cas de John Silva particulièrement,
je me dirais qu'il n'est pas totalement sur le côté. Parce que je me dis que, en vrai de vrai, c'est lui le vrai fighting nerd, tu vois. Alors, lorsque je parle des fighting nerds, genre en mode la puissance qu'ils ont, le fait qu'ils soient forts debout, forts au sol et tout, en fait, c'est à lui qu'on pense, tu vois. Lorsque tu parles de ça, pardon, je veux dire, tu ne penses pas particulièrement à Caio Borralho, tu ne penses pas particulièrement à Mauricio Ruffi, c'est à lui que tu penses, c'est lui le fighting nerd originel. Mais bon, en tout cas, dis-moi ton avis par rapport à cela dans les commentaires. Je suis pressé de te lire et je suis curieux de connaître ton avis par rapport à cela. N'oublie pas de liker cette vidéo, commenter, partager. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.